Bonjour, nous sommes Judith et Juliette et nous sommes très heureuses de vous accueillir sur Danser sous la pluie, le podcast qui parle du cancer autrement. En 2015, nous avons créé MEM, la première marque de dermocosmétiques dédiée aux peaux très fragilisées par les traitements anticancéreux. Après plusieurs années à croiser la route de milliers de femmes concernées par la maladie, nous n'avons pas cessé, nous et toute notre équipe, d'être touchés, chamboulés, impressionnés par tous ces combats que vous avez menés et que vous avez souhaité partager avec nous. Ces histoires, même les plus difficiles, les plus inacceptables, nous ont, d'une manière ou d'une autre, toujours donné plus de force et de courage pour continuer à accompagner chaque jour du mieux possible celles et ceux qui se battent contre le cancer. C'est pour qu'un peu de cette force et de ce courage vous parviennent que nous avons décidé de les partager avec vous. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes qui vous raconteront sans tabou leur expérience de la maladie. Grâce à eux, vous serez, nous l'espérons, aussi touchés, chamboulés et impressionnés que nous. Bienvenue dans ce podcast où l'on ose, parce qu'il le faut, parler des plus difficiles épreuves de la vie et où l'on apprend à danser sous la pluie. C'est bien connu, ensemble, on est plus fort. Et lorsque Marie-Hélène a traversé son difficile combat contre la maladie, il a été vital pour elle de trouver en son équipe soignante des partenaires solides pour surmonter cette épreuve. Alors qu'elle lutte pour dépasser la souffrance des suites d'une mastectomie et de ses complications, Marie-Hélène rencontre l'oncologue Chloé Bramy, une soignante unique en son genre qui enseigne également la méditation de pleine conscience à ses patients. Une pratique qui va, comme Marie-Hélène aime à le dire, lui sauver la vie. Dans cet épisode, vous entendrez le point de vue de Marie-Hélène, bien sûr, mais également celui de Chloé qui a su partager toute sa bienveillance, son savoir-faire et sa lumière pour guider Marie-Hélène, éclairer à nouveau son chemin et lui apprendre à accepter ce nouveau corps, parfois douloureux, mais bien à elle et bien vivant. Bonjour Chloé. Bonjour. Et bonjour Marie-Hélène. Bonjour. On est ravis de vous avoir toutes les deux aujourd'hui à notre micro. C'est un moment assez particulier puisque c'est la première fois qu'on va pouvoir avoir cette histoire à deux voix, à deux points de vue, pour nous parler en fait de la maladie de l'une et du parcours de soins de l'une et par le biais aussi de l'expérience et des connaissances de l'autre. Ça va être, je pense, super précieux et intéressant d'avoir vos deux points de vue sur cette histoire qui finalement est devenue commune. Vous allez nous raconter un petit peu. Et pour commencer, on va vous demander de vous présenter chacune votre tour. Donc pour commencer, Marie-Hélène, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et quelle était la vie que tu menais avant que le cancer arrive dans ta vie ? Oui, Judith, avec plaisir. Je suis une femme de 51 ans qui travaille en entreprise depuis 29 ans en tant que cadre supérieur, on appelle ça, à travers 10 ans en cosmétique, puis 10 ans dans l'immobilier d'entreprise, puis 7 ans dans l'importation des produits de luxe au Moyen-Orient. Et j'ai toujours travaillé à l'international, donc j'ai beaucoup parcouru le monde. Voilà. Et toi, Chloé, on te laisse te présenter ? Oui, c'est toujours une question profonde. Donc, je suis médecin, cancérologue de formation, et j'aime ajouter chercheuse, explorateur en tout cas. J'enseigne la méditation de pleine conscience. En tout cas, je transmets la méditation de pleine conscience depuis 4-5 ans, avec une pratique beaucoup plus ancienne. Et dans ma pratique en cancérologie, en tout cas très très tôt dans mon parcours, j'ai senti l'importance du lien entre les médecines traditionnelles et la médecine moderne. Et donc voilà, j'essaye d'œuvrer dans ce sens en créant des ponts dans le soin et au-delà du soin. Et comment t'as découvert après ton parcours très scientifique, comment t'as découvert cet aspect un peu plus naturel du soin, je sais pas comment le dire, alternatif du soin. Comment t'es tombée là-dedans, on va dire? Ouais, je crois que c'est dans l'autre sens en fait. Ouais. Je suis née comme ça. J'ai un père qui est chirurgien. Et une mère qui a été, qui est tournée autour des médecines complémentaires et l'Ayurveda. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment intrinsèquement partie de mon éducation en tout cas. Mais j'aimais la science. J'aime la science, j'aime comprendre.
avoir aussi un point de vue critique, et c'est aussi ça que la science amène. Voilà. Et ce qui m'a ramené vraiment à l'utilisation des médecines complémentaires, c'est l'histoire de ma mère qui a eu un cancer pulmonaire quand j'étais jeune étudiante en médecine. Et à ce moment-là, ça l'a vraiment, vraiment aidée. Et je pense que ça a vraiment participé à sa guérison. Et voilà. Et c'est ça qui m'a amenée à m'intéresser un peu plus à ce qu'on appelle aujourd'hui l'oncologie intégrative. Et donc, c'est quelque chose, Chloé, que tu as mis en place dès tes premières années au contact des patients, ou c'est progressivement que tu as pu intégrer ça dans ta vie? Non, ça a pris du temps. C'est un processus aussi d'accepter à l'intérieur de moi cette complémentarité, en fait. Bien sûr. Donc, ça a toujours été là en arrière-plan. Et puis petit à petit, ça a pris place jusqu'à aujourd'hui où là j'ouvre des consultations dédiées à cette oncologie intégrative. Donc non, c'est un chemin. Et alors toutes les deux, vous vous connaissez depuis quelques années, mais on va d'abord remonter un petit peu dans le temps, dans la chronologie, parce qu'avant cette rencontre, Marie-Hélène, tu as vécu un sacré parcours du combattant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment la maladie est arrivée dans ta vie et comment a démarré ce parcours de soins pour toi? Oui, en fait, je vivais au Moyen-Orient depuis 7 ans et puis j'avais décidé de rentrer en France. Et donc, j'avais emballé toutes mes affaires après 7 ans de vie. Et puis, 4 jours avant mon départ, suite à un check-up qui était régulier et annuel, je tiens à le dire, un check-up complet à l'hôpital chaque année avec échographie et mammographie. On m'a dit, mais en fait, il vous faut faire absolument une biopsie parce qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. J'ai fait cette biopsie et là, on m'a annoncé brutalement que j'avais un cancer assez important qui devait être là depuis de longues années, que j'en étais à un stade 3 très avancé et qu'il fallait immédiatement intervenir. Voilà, je suis rentrée en France. J'ai eu la chance qu'un oncologue, qui n'était pas Chloé, mais me prenne immédiatement en charge. J'avais même pas de médecin traitant à l'époque. Là, on m'a dit qu'on ne pouvait pas m'opérer parce que le cancer était trop virulent. J'ai commencé par 6 chimiothérapies de 6 heures. Puis j'ai enchaîné avec 25 séances de radiothérapie dans la foulée. J'ai eu un petit break et là, on m'a opéré en me faisant une mastectomie avec reconstruction immédiate. C'est-à-dire, pour celles qui connaissent, Chloé saura mieux dire que moi, mais un lambeau dorsal, le grand dorsal qui venait, qu'on a découpé pour faire passer à la place du sein, et on a mis une prothèse dessous. Ouais. Au bout de 10 jours, j'ai fait une nécrose. On m'a réopéré pour enlever la nécrose. 10 jours après, mon sein s'est déchiré. Et là, mon sein est resté ouvert et à vif, sachant qu'on m'a proposé immédiatement une greffe que j'ai refusée. Donc c'était une greffe de quoi? De peau qu'on te proposait? De peau, parce que j'avais le sein ouvert en deux, en fait. Donc sur à peu près 8 cm d'ouverture dans les deux sens. J'avais la moitié du sein à vif. Donc j'ai refusé. Je me suis dit que mon corps saurait sûrement régénérer cette peau qui était abîmée et fatiguée. Effectivement, au bout de 4 mois, la peau s'est reconstituée. Et quand la peau s'est reconstituée, c'est l'autre côté du sein qui a commencé à gonfler. Et là, la prothèse a transpercé mon corps pour sortir. Et j'imagine tout ça avec des vraies douleurs, quoi. Une souffrance qui m'empêchait de respirer. Et t'étais à l'hôpital à ce moment-là ou pas du tout Non, j'étais soignée à la maison par des infirmières chaque jour. Chaque jour, pendant 6 mois, j'ai eu les infirmières tous les jours et à la fin, j'arrivais plus à respirer tellement que c'était horrible. On a fini en janvier 2020 par m'enlever la prothèse que mon corps refusait, et grâce à la vie, j'ai à ce moment-là croisé le chemin de Chloé. Avant de nous raconter votre rencontre avec Chloé, est-ce que tu peux nous dire si tu avais déjà, pendant cette période très douloureuse pour toi, essayé d'autres médecines parallèles? Oui, tout à fait. J'étais déjà assez, comme on dit, branchée sur toutes les médecines ancestrales.
euh, qui effectivement, on les appelle parallèles, mais je pense qu'elles sont vraiment pas parallèles, elles Ouais. Mhm. sont totalement complémentaires. J'ai commencé tout de suite avec de l'acupuncture avant même la première séance de chimio. Il y a des acupuncteurs formés pour nous préparer aux séances de chimio. J'ai fait en parallèle dès le départ également de la sophrologie avec il y a même des CD qui existent où j'allais en chimio avec le CD dans les oreilles Ouais. dans la séance. J'étais déjà soignée en homéopathie, donc j'ai continué l'homéopathie qui m'a accompagnée également pendant les traitements. Alors bien sûr, c'était complémentaire à la médecine Ouais, bien sûr. allopathique d'ici. J'ai fait du Reiki, j'ai fait du bol tibétain, j'ai fait de la lithothérapie avec des pierres. J'avais fait déjà beaucoup de choses dans l'objectif de m'accompagner, de m'aider et me donner la force parce qu'on perd toutes ses forces Mm. à se battre et voilà donc j'étais déjà sur toutes ces aides. Par contre, je n'avais pas encore ni connaissance ni pratique de méditation. Et c'est quelque chose, Marie-Hélène, qui est, enfin, cette recherche de souffle à travers ces autres médecines, c'est quelque chose que tu faisais déjà avant la maladie ou qui Oui, t'est arrivé? oui, Ouais. oui. De par mes voyages, j'avais visité beaucoup l'Asie, le Tibet, le Mm. Népal, enfin des pays qui sont déjà très ancrés dans ces médecines millénaires, bien avant nous. Et donc, c'était des choses qui étaient pour moi une évidence que tout ce qui existe ne se voit pas et que la physique quantique qui a dit que tout n'était qu'ont des particules est totalement réelle pour moi. Mm. Donc, il y a ce qu'on voit et bien évidemment, Dieu merci, j'ai eu cette médecine qui m'a sauvé la vie Mm. avec des traitements lourds et très invasifs, on va dire. Mais par contre, je savais qu'il y avait une autre partie de mon être qui avait besoin aussi d'être soutenue. Ouais. Et d'autant plus que sur la partie vraiment gestion de la douleur, je crois savoir que les antidouleurs classiques, on va dire, ne faisaient plus aucun effet sur toi, en fait. Non, alors que ce soit la morphine, la codéine, les Lyrica, enfin bon, tout ce que j'ai pu prendre en antidouleur jusqu'à effectivement discuter avec un médecin de la douleur, Mm. personne ne savait comment m'aider. En fait, j'ai été jusqu'à tenter aussi des narcotiques, hein, voilà. Ouais. Je le dis parce que c'est sur conseil d'infirmière, hein, parce que c'était terrible. Alors là, je vais un peu aller de l'avant mais c'est lorsque, grâce à Chloé, j'ai pu commencer à me mettre dans des moments de méditation que j'ai découvert que la douleur pouvait se calmer si je me mettais dans un vrai état de présence à moi et à mon corps. Et Chloé en parlera mieux que moi. Et là, ça a été absolument incroyable parce que quand Chloé m'a récupérée, je vais le dire comme ça, Ouais. je pense que c'est pas le cancer qui allait me tuer, mais c'était les douleurs. Et donc, raconte-nous un peu cette rencontre, Chloé. On s'est rencontrés en ligne et c'est tombé vraiment pendant le moment du confinement, le Mhm. premier confinement, et on se voyait toutes les semaines avec Marie-Hélène. Et je crois que c'est important de le placer là parce que il y a quelque chose que notre médecine moderne accueille difficilement, c'est la patience. Ouais. Et dans ces pratiques complémentaires, et notamment la méditation, il y a vraiment besoin de temps et de temps pour laisser à l'être et au corps la possibilité de se guérir à son tempo. Mhm. Et donc, ces rencontres en ligne hebdomadaires ont permis ce temps. Et puis ensuite, l'histoire a continué. Mais je pense que ça, c'est précieux de le rappeler, le besoin du temps. Ouais, complètement. Et comment a démarré, en fait, comment ça démarre ce type de pratique? Comment se passe une première séance? Comment t'as accueilli Marie-Hélène lors de cette première séance? Bon, Marie-Hélène déjà vous a partagé qu'elle n'était pas méditante, c'est pas tout à fait vrai. Elle avait quand même par son travail, on va dire
un contact avec le fait de s'asseoir avec soi quand même. Ouais. Mais en pratique, c'est rentrer en relation avec soi, l'art de la méditation, rentrer en relation avec le monde. Et donc, on passe beaucoup par la respiration au début, comme ancrage. Voilà. Rentrer en lien avec sa respiration, avec son corps. Et en cancérologie, c'est particulier parce que, comme l'a partagé Marie-Hélène, le corps, c'est le lieu de la vie, mais c'est aussi le lieu qui a été blessé. Ouais. Donc, il y a vraiment une nécessité d'y aller en douceur, de développer assez immédiatement, en fait, la compassion, la tendresse pour ce qu'on peut rencontrer. Et ça, c'est vraiment la particularité, en tout cas dans la vie en général, mais en cancérologie, de prendre soin que le corps est le lieu de la vie, mais aussi le lieu de la maladie. Et par rapport à l'histoire de Marie-Hélène, quand Marie-Hélène te l'a racontée, j'imagine que c'est une histoire qui est particulière, très 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 empreinte par la douleur. Tu as accueilli comment cette histoire? Tu t'es dit que tu t'es pas dit que ce serait trop lourd pour la méditation? Pas du tout. Comment ça s'est passé vos premiers échanges? Non, je suis cancérologue de formation, donc j'ai vu malheureusement beaucoup d'histoires complexes. Donc c'est difficile de dire ça, mais c'est une histoire que j'ai. Enfin, en tout cas, le contact avec la souffrance, c'est quelque chose qui fait partie du métier de cancérologue et que la méditation me permet d'accueillir pleinement à titre personnel. Et je crois que la première consultation, il y a eu beaucoup d'écoute d'abord, d'écoute de son histoire. Et puis aussi essayer avec les traitements aussi conventionnels. Moi, je suis pas du tout dans une dualité, donc il m'est arrivé pendant ces consultations de lui prescrire des antalgiques et puis de les enlever quand c'était plus nécessaire. Ouais, c'est ça qui est super précieux avec des personnes comme toi, c'est que tu as cette vision et cette capacité à pouvoir accompagner tes patients de façon hyper globale, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est assez exceptionnel quand même. Et Marie-Hélène, si on revient à ce jour J, est-ce que t'attendais de cette première séance ce que tu as trouvé? Comment tu t'es sentie après cette première séance? Est-ce que tu avais l'impression de voir un petit bout d'espoir et de lumière au bout du tunnel se profiler grâce à ça? Alors déjà, je suis arrivée à la première séance. J'étais dans un appel au secours parce que j'essayais de ne pas succomber devant l'absurde. Et mon absurde à moi, c'était j'ai vaincu le cancer grâce à des traitements qui marchent. Il faut bien le répéter. Pour certains cancers, et moi j'ai eu cette chance. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance, puisque quand l'oncologue m'a pris pour la première fois à Paris, il m'avait dit sans Herceptine, il me restait 3 mois à vivre. Donc, mais ne pas succomber devant l'absurde, c'était on a combattu ce cancer et je suis dans un état pitoyable. Je n'ai plus aucune force et je souffre beaucoup, pour pas dire le martyr, alors que finalement, avant j'allais bien. Ouais. Avec le cancer, c'est très idiot de dire ça, mais c'est vrai. Pour ce type de cancer en tout cas. Et donc j'étais dans une souffrance permanente et quand Chloé a accepté qu'on se parle, c'était au secours, j'en peux plus, j'étais épuisée, je voulais pas avoir affaire à des aides psychologiques médicamenteuses, j'avais une psy, bien sûr, qui m'a accompagnée tout le temps. Et Chloé a été un rayon de lumière parce qu'elle dégage cette lumière. On la voit pas là dans l'émission, mais je vous le dis moi. Elle dégage cette lumière dans un accueil sans jugement et d'une bienveillance extrême. Et je crois que ça n'a pas de prix pour quelqu'un qui sort d'un combat lourd et qui est épuisé. Donc le premier flash qui me vient quand vous me demandez cette première rencontre, c'était cette lumière que Chloé m'a envoyée en effet miroir et en me disant, ou sans me le dire, je ne me rappelle pas, mais cette lumière, elle est encore là, chez toi.
tu peux aller la retoucher et tu peux aller avec le temps. Et je reviens sur ce qu'a dit Chloé, c'est extrêmement important dans ce monde de rapidation permanente de se dire que notre corps, lorsqu'il est frappé par la maladie et la souffrance, nécessite du temps. Et réapprendre le temps pour un être humain, qui n'est pas le temps qu'on vit au quotidien, parce que c'est pas un temps humain. Réapprendre le temps, regarder, bon, je suis très branchée nature, mais le temps d'une journée, le temps d'un lever de soleil, le temps d'un coucher de soleil, notre corps, il demande 10 fois ça. Et c'est une notion extrêmement importante lorsqu'on est malade. C'est pour ça qu'on devient des patients. C'est pas pour rien ce mot. Non seulement c'est parce qu'on va attendre dans les salles d'attente en permanence à l'hôpital, mais aussi parce que il faut remettre sa symbolique au mot. Nous devons à partir de là apprendre, et moi c'est grâce à Chloé que je l'ai appris, que le temps est notre allié. Et gagner du temps ne sert à rien pour aller vers la mort. Par contre, prendre son temps pour vivre et ressentir qui nous sommes vraiment, ça c'est primordial. Complètement. Et puis donner du temps aussi à ce corps agressé pour se reconstruire. Effectivement, faire preuve de patience face à la souffrance. On imagine que c'est un énorme effort à produire, mais qui fait sens quand on prend un peu de recul. Tout à fait. Et qui permet de l'accepter aussi pour la surmonter. Ouais, complètement. Et ensuite, il me semble qu'avec Chloé, tu as fait ce qu'on appelle un cycle MBSR. Donc, en français, c'est, si je ne dis pas de bêtises, la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Chloé, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Oui, peut-être juste avant, partager sur le fait que Marie-Hélène, je te remercie Marie-Hélène pour ces mots, s'est vraiment engagée dans cette rencontre avec elle-même. C'est-à-dire que la méditation, en tout cas, ou cette approche complémentaire, elle soutient, mais en même temps, l'individu reste acteur de son propre soin et de sa propre santé. Et ce qui veut dire qu'entre chaque séance, elle pratiquait. Entre chaque séance, il y avait un engagement. Voilà. Et ça, je voulais juste faire cette petite aparté parce que... Oui, mais c'est vrai, t'as raison. Est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, d'accueillir des patientes et où, en fait, il y avait quelque chose qui matchait pas, quoi. Enfin, ce que vous avez eu là entre vous avec Marie-Hélène, est-ce qu'il t'est arrivé de pas vraiment réussir à l'avoir parce que la patiente ou le patient en face de toi... réussissait pas justement à trouver cet engagement de lui-même, en lui? Je vais dire oui, dans le sens où il y a un moment juste pour chacun de se rencontrer et qu'en fait, moi, pour ça, je suis vraiment pas du tout dans le faire, mais plutôt dans le laisser être. Donc, c'est la personne qui va laisser être. Donc oui, c'est le moment juste. Ouais. Et notamment les moments où on est en plein traitement. Marie-Hélène était vraiment, on va dire, dans le bon timing, c'est-à-dire à la fin des traitements systémiques où on a du temps aussi pour se poser. Et parfois, quand on est dans la rapidité des organisations journalières, etc., c'est pas toujours le bon moment. Ou par exemple au diagnostic, quand juste, là, c'est l'effondrement en fait. Donc oui, on peut dire que cette rencontre a aussi eu lieu au bon moment. De toute façon, je crois que voilà, il n'y a pas de hasard dans ça. Mais oui, donc pour continuer sur ces programmes, c'est des programmes qui ont été créés il y a plus de 40 ans aux États-Unis par Jon Kabat-Zinn, qui est américain et ancien chercheur en biologie et méditant. Et c'est rigolo parce que dans son histoire, il avait des parents artistes. Et en même temps il était scientifique, donc il y avait cette alliance déjà en lui du monde moderne et contemplatif. Et il s'est réveillé un jour en disant ok, ce yoga, cette méditation, elle m'aide, elle soutient, comment elle peut soutenir le monde occidental, les occidentaux. Donc il a créé un programme dit laïque, en tout cas bien sûr basé sur les traditions ancestrales. Je pense que ça c'est important de le dire. Ouais. Mais laïque dans le sens où il n'y a pas besoin de croire en quelque chose pour s'asseoir avec soi et rencontrer son souffle. Il n'y a pas besoin de dévotion à quelque chose. Le contact, il est accessible à tout le monde
Et donc c'est un programme qui en 8 semaines, je dirais 9 séances en tout cas, de 2h30, avec une journée complète de pratique, et dans lequel on aborde la pratique méditative, et puis des supports de pédagogie, on va dire de psychologie positive ou réflexive. Et bien sûr, il y a des temps d'écoute et de partage qu'on appelle le dialogue exploratoire. Et c'est rigolo, je serais curieuse, Marie-Hélène, que tu partages sur le programme, parce que justement, il y avait cette notion de groupe qui était Oui. sensible pour toi. Oui, en fait, au départ, comme disait Chloé, on a pris des rendez-vous hebdomadaires. On dit en one-to-one dans mon jargon professionnel, toutes les deux. Et puis Chloé m'a parlé de ce programme MBSR en groupe. Et là, sûrement vous avez remarqué que j'avais la parole facile et je dis ce que je pense. Et donc j'ai tout de suite dit à Chloé, alors moi les groupes, je déteste. Le groupe, c'est pas mon truc. Et Chloé, évidemment, dans sa bienveillance habituelle, m'a dit quand tu le sens, si tu le sens, de toute façon, on continue comme ça pour l'instant. Et puis, à force, peut-être de méditer, je ne sais pas, Chloé, mais en tout cas, un jour, je lui ai dit, finalement, j'aimerais bien le faire. Donc, j'aimerais bien intégrer un groupe et pendant 8 semaines, être guidée dans une pratique méditative beaucoup plus régulière, beaucoup plus encadrée, beaucoup plus guidée. Et donc, j'ai rejoint un groupe où nous étions, je ne sais plus, une vingtaine, je sais plus, Chloé. Ah oui, c'est des gros groupes quand même. Ouais. Et tout s'est passé parce que c'était pendant confinement. Tout s'est passé par visio. Donc j'étais très curieuse. Par visio, j'étais comme tout humain un peu réfractaire. Un groupe encore plus réfractaire. Et puis avec mon franc-parler, je leur ai dit, même au départ, vous savez, j'aime pas les groupes. Donc au moins j'ai posé la donne. Et l'expérience a été incroyable. Parce que d'abord le programme, c'est une expérience de vie et une expérience personnelle vraiment, vraiment enrichissante, que ce soit en termes physiques, que ce soit en termes de posture, que ce soit en termes de méditation, certes, mais pas que. C'est d'une richesse incroyable. C'est un soutien extrêmement fort dans sa vie quotidienne. Ça donne après le tempo et après, comme je dis aujourd'hui, méditer tous les jours est une hygiène de vie pour soi, mais pour les autres aussi. Et notamment quand on est comme moi manager, ça évite de faire ressortir son cheval fou sur les autres qui n'y sont pour rien. Et de savoir se canaliser, en plus de la thérapie qui est nécessaire pour un manager, à mon avis, mais quand même. Et puis à la fin, j'ai dit au groupe que je les aimais. C'était d'autres personnes concernées par le cancer qui t'entouraient dans ce alors groupe? je pense qu'il y avait des gens dedans, mais pas que. Il y avait des thérapeutes, il y avait des gens qui ont été malades. Chloé saurait mieux que moi parce que mais elle peut témoigner qu'au départ je leur ai dit, je vous préviens, j'aime pas les groupes. Et que ça a Et fini. puis au bout des 8 semaines, j'ai dit, je dois vous le dire, je vous aime. J'ai beaucoup de tendresse pour ce groupe avec qui on a formé un groupe WhatsApp et avec qui on a continué d'échanger. Ouais, donc il y a un réel lien qui s'est créé, quoi. Ouais, c'est à peu près ça, Chloé, j'ai pas dit de bêtises. En tout cas, je me souviens que tu avais terminé par je vous aime. Non, pour répondre à la question de Judith, c'était pas un groupe dédié en cancérologie parce que on aime bien en fait dans notre médecine et dans nos systèmes faire des cadres, des cases, et du coup faire des groupes dédiés à telle ou telle pathologie. Or, c'est vrai qu'on se définit pas du tout par notre pathologie, mais par notre histoire de vie, par ce qu'on est. Et donc, la diversité de chacun amène de la réflexivité dans ces programmes qui, pour moi, est essentielle. Donc, Marie-Hélène était dans un groupe partagé, adulte, dans lequel il y avait d'autres personnes touchées par le cancer, parce que forcément, les personnes qui viennent à moi ont souvent des histoires de vie, mais pas du tout que. Cependant, j'ai eu beaucoup de demandes quand même sur le fait de créer des groupes dédiés. Et notamment, il y a une notion qui est abordée dans ces programmes, c'est l'impermanence qui amène à connecter à la vie et à la mort.
mais pas forcément la vie et la mort comme on l'entend, c'est-à-dire être sur Terre et mourir, mais toutes les petites naissances et toutes les petites morts qui viennent dans nos vies. Et le cancer est par évidence, et marque par évidence une renaissance à partir du moment où c'est une rupture dans nos habitudes. Et puis, plus cellulairement, j'aime beaucoup prendre cette analogie, dire que un cancer, c'est une hyperprolifération de cellules incontrôlées. Ouais. Et donc, on vient ramener de la mort dans le corps, en tout cas de la destruction de ces cellules qui hypervivent. Et donc, il y a cette notion d'apprendre à aimer ces petites morts qui permettent derrière la vie et la renaissance. Alors, je fais un peu de philosophie, mais c'est précieux, en fait, de se connecter à ça pour laisser place à la vie. Et donc, ça, c'est des choses qui sont très, très importantes dans l'absolu, mais en cancérologie qui prennent sens. Et c'est la raison pour laquelle, là, je vais essayer de mettre en place des groupes dédiés en cancérologie, associant des patients et des soignants qui travaillent en cancérologie. Donc, je vous ferai un retour d'expérience. Ah ouais, ce serait super intéressant. Ouais, ce sera... Et oui, parce qu'effectivement, toi, en tant que soignante, tu vois aussi des soignants venir à toi, ou tu pousses des soignants à essayer de méditer. Oui, beaucoup. Ouais, ils en ont, on imagine, beaucoup besoin aussi. Ah bah c'est cet artiste qui reçoit et qui donne et qui a besoin de nourrir et de se nourrir pour donner. Donc bon, c'est pas enfin tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a une difficulté des soignants, mais je crois qu'elle s'est accélérée à cause de la rapidité du système. Mais la belle chose, c'est qu'elle est mise en lumière aujourd'hui, en tout cas que le discours est ouvert sur le sujet. Donc oui, il y en a beaucoup qui ouvrent les portes, et ce que je trouve fabuleux, et ça c'est bon, j'ai une partie de mon activité où j'enseigne la méditation aux étudiants en médecine, mais ce que je trouve fabuleux, c'est la jeunesse en fait, c'est-à-dire que il y a cette ouverture vraiment de plus en plus tôt, et du coup, c'est des graines semées dans le soin derrière avec leurs patients. C'est vraiment quelque chose d'important de comprendre qu'on est en tant que soignant connecté à la souffrance humaine, mais pour l'accueillir, et j'en parle parce que ça a été une expérience vraiment personnelle, il y a laisser de la place à sa propre souffrance. Et c'est pas toujours évident de laisser de la place à sa propre souffrance, qui devient pas quelque chose de grave, mais juste quelque chose faisant partie de nos vies. Voilà, on rencontre tous presque parfois tous les jours, des petites souffrances. Et c'est OK, en fait. Donc, voilà ce que la méditation permet de faire. Et si je peux rebondir sur ce que dit Chloé pour la souffrance quotidienne, je pense que c'est bien d'insister dessus pour les malades ou qui écouteront, c'est qu'on a tendance à penser que notre santé est la responsabilité du médecin quand on est malade. Et comme l'a dit Chloé, le cancer est une maladie très particulière puisque ce n'est pas quelque chose qu'on attrape, c'est quelque chose que l'on fabrique soi-même avec ses propres cellules. Donc c'est quand même particulier que nos cellules se mettent tout à coup à délirer parce qu'elles veulent bouffer notre corps en fait, en tout cas avaler les cellules saines. Donc seul, on se fabrique, pour des raisons que j'ignore, des cellules pour se détruire soi-même. C'est absolument dingue quand on y pense. Quand on est malade comme ça, la méditation m'a aussi aidé à repenser la maladie, à repenser ce qui s'était passé à l'intérieur. Et comme disait Chloé, à vraiment réaliser que ma santé, c'est ma responsabilité. C'est pas la responsabilité d'un médicament, c'est pas la responsabilité d'un médecin ou d'un oncologue, aussi brillant soit-il, et je n'ai rencontré que des médecins fabuleux, mais c'est ma responsabilité. Donc, juste dire bien à tous les gens qui malheureusement traversent cette épreuve terrible qu'ils ont encore du pouvoir. Sauf que lorsqu'on apprend et qu'on est en état de choc par l'annonce d'un cancer, on se retrouve d'une fragilité extrême. Et moi, j'ai vécu ce sentiment, moi qui étais une femme indépendante, combative, avec un gros poste, je me suis sentie impuissante totale face à ce qui m'arrivait et totalement dépendante de la médecine.
Ouais. Or, il y a une place en nous, on a besoin bien sûr, hein, mais il y a une place en nous et ça, c'est grâce à tout le travail que j'ai fait avec Chloé que j'ai pu le toucher et le réaliser et du coup commencer à gérer ma douleur, parce que j'ai toujours mal, hein, faut le dire quand même, je vis avec la douleur, mais il y avait une place en moi qui me permettait de reprendre ma vie et mon corps en main aussi, en parallèle. Ouais. Je n'étais pas que petite chose dépendante, petite vieille parce qu'à la fin de la chimio, j'arrivais même plus à marcher. Non, il y avait quand même un espace en moi qui continuait de vivre, et je crois que grâce aux méditations avec Chloé, elle a remis la petite flamme Mhm. et c'était après à moi de la faire grandir et rejaillir. Et ça, c'est formidablement porteur d'espoir. Bien sûr. C'est-à-dire, autant malade que vous êtes, aussi mal que vous êtes, et Dieu sait que je peux le comprendre, vous avez encore les moyens de garder le contrôle de ce qui se passe en vous. Et donc c'est concrètement ce qui s'est passé tout au long de cet accompagnement par Chloé, de cette pratique de la méditation, c'est que tu as réussi à progressivement mieux gérer cette douleur et apprendre à mieux vivre avec, c'est ça? C'est exactement ça, Juliette. C'est que, évidemment, il n'y a pas de baguette magique. Mon corps a été extrêmement, on va dire, touché ou maltraité, mais c'était pour me sauver. Donc, il n'y a pas de connotation négative dans ce que je dis. Et petit à petit, avec le temps, j'ai pu tout doucement reprendre ma responsabilité et commencer à découvrir mon corps, en fait. Ouais. Parce que René Char, il dit l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Mais moi, pendant 29 ans, j'étais dans l'externe. J'étais dans la carrière, j'étais dans les voyages, j'étais dans la réussite. Voilà, j'étais dans tout ça. J'avais juste oublié que mon corps, pendant ce temps-là, je ne m'en occupais pas, si ce n'est pour l'esthétique. Mais l'esthétique, c'est pas ça le corps. Donc se réapproprier, ou pour moi ça a été m'approprier mon corps, grâce à Chloé, pouvoir me remettre dans des postures d'écoute, d'accueil, de savoir mais qu'est-ce qui se passe dedans. Et je le dis, quand je médite, il y a deux éléments qui font que je n'ai plus mal, deux éléments uniquement. Quand je médite, je n'ai pas mal, je ne l'explique pas. Et quand je me colle aux arbres, je n'ai pas mal. Et je ne l'explique pas. Sinon, j'ai tout le temps mal. Bien moins qu'avant, hein. Bien moins qu'avant. Ouais, t'as tout le temps mal, mais effectivement, t'as appris à redevenir actrice de tout ça, à accepter cette douleur. Et je crois aussi que t'as, d'une certaine manière, accepté ce nouveau corps qui est devenu évidemment différent après tout ce parcours de soins. Et ça aussi, c'est important à tes yeux, je crois. Oui, parce que dans notre monde, l'apparence est quand même dominante et que mon apparence physique aujourd'hui, évidemment, n'est plus la même. Mon corps a souffert, la mastectomie, après enlever la prothèse, la déchirure que j'ai eue. Bon, je vous passe les détails, mais mon corps est abîmé et ça se voit dans ma féminité, dans mon apparence de femme. Et en fait, c'est petit à petit ne pas vouloir à tout prix que ce soit comme avant. Ce n'est plus comme avant, je ne suis plus comme avant. Et comme disait Chloé, sortir d'un cancer, c'est renaître. Ouais. Moi, j'ai vécu la métamorphose physique, perdre ses cheveux, avoir le teint gris, ne plus avoir de force, grossir, certains maigrir, ça dépend. En fait, j'ai vraiment vécu une renaissance d'une nouvelle Marie-Hélène. J'espère qu'elle est mieux, mais j'en sais rien. En tout cas, elle c'est plus la même. Et ce corps n'est plus le même. Et avec le temps, avec la méditation, accepter ce qui est et se dire qu'avec ce qui est, je suis encore aux commandes de ce corps et tel qu'il est, il est très bien. Et peut-être qu'il n'a pas les critères esthétiques de ce monde, mais c'est un corps qui a vécu, c'est un corps qui s'est battu, c'est un corps dont je suis fière. Mais savoir se dire qu'avec ce corps, eh bien, je peux marcher droite et je peux en prendre soin. Ouais. Parce qu'il faut bien évidemment que j'en prenne soin. Bien sûr. Et je pense que la douleur est là pour me le rappeler aussi. Ouais. C'est-à-dire que comme j'y pensais pas avant, jusqu'à 50 ans, peut-être qu'il y a aussi une partie de cette douleur qui est là pour me dire n'oublie pas, j'ai besoin de toi. C'est un fabuleux message d'espoir pour
je pense, les personnes qui passent par là, qui viennent de passer par là, qui nous écoutent. Ouais, c'est vraiment génial d'entendre ça. Je sais pas si Chloé, toi, tu as un regard particulier sur l'impact que tu as pu constater sur la Marie-Hélène que tu as rencontrée au tout début du confinement et la Marie-Hélène qui disait je vous aime à la fin du programme MBSR. Bien sûr, il y a eu un chemin. Je crois qu'on a maintenant quand même pour partager cette rencontre, c'est aussi ouvert par une amitié, la naissance d'une amitié. Donc j'ai un regard aujourd'hui qui est peut-être un peu différent, mais en tout cas pendant un an, ce que j'ai envie de dire comme ça spontanément, c'est l'amour en fait. Ce qu'il y a dans la pratique méditative, c'est quand on vient rentrer en relation avec son corps. Il y a la présence, donc on cultive une certaine présence à soi, puis au monde. Mais il y a l'amour, il y a la tendresse. Rentrer en relation avec cette tendresse, apprendre à rentrer en relation avec cette tendresse. Et je crois qu'en tout cas pour Marie-Hélène, il y a eu énormément ça, l'ouverture à la tendresse qui lui permet aujourd'hui de déposer ça, de déposer ces mots, voilà, pour transmettre. Et qu'est-ce qu'on peut transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient s'adonner à cette pratique pour essayer d'aller mieux? Qui me vient et ce que je peux partager, c'est le moment juste en fait. C'est ressentir, ok, est-ce que pour moi là, je sens que j'ai besoin d'aller me rencontrer, voilà, le moment juste, et que c'est ok si c'est pas le moment juste en fait. Et dire que c'est pas une pratique miraculeuse, c'est quelque chose qui est une proposition d'exploration. Qui s'intègre dans une prise en charge globale, donc qui peut être complètement complémentaire de plein d'autres pratiques. Et voilà, se dire que rien n'est duel, qu'on peut essayer, voir, observer, mais que ça demande un engagement. C'est pas on-off comme pratique. Bien sûr. C'est comme un entraînement. D'ailleurs, les études scientifiques pour le coup montre bien que les méditants experts, donc c'est-à-dire entraînés à plusieurs heures de méditation, ont des modulations au niveau cérébral en comparaison aux personnes qui ne méditent pas ou qui méditent peu. Donc c'est vraiment un entraînement de cultiver son jardin intérieur. Ça prend du temps. Donc voilà. Je pense que beaucoup de personnes vont avoir envie de te contacter pour en savoir plus et de manière pratique aujourd'hui, il y a beaucoup on peut trouver facilement des praticiens partout en France. D'autres Chloé. D'autres Chloé. Oui. Disons qu'en tout cas, pour participer à un programme MBSR, il n'y a pas de recommandations ou de spécificité. Donc, il y a un site qui s'appelle l'Association pour le développement de la mindfulness, sur lequel est répertoriée une grande partie des instructeurs en France. Après, dans l'accompagnement médical avec la méditation, il y a beaucoup de psychiatres en fait qui utilisent cette pratique. Et puis en cancérologie, alors je connais pas aujourd'hui d'autres cancérologues libéraux qui pratiquent cela. En revanche, ou en tout cas dans cette démarche intégrative, mais je serais ravie de les rencontrer s'ils entendent ces podcasts. Et en revanche, dans les centres anticancéreux, il existe des praticiens, souvent des psychologues, ou même parfois des intervenants externes qui animent ces programmes. D'accord. Et notamment, je sais qu'à l'IGR, il y a des groupes, à Lyon, il y a des groupes. Donc je pense que cette année, en tout cas, il y a très clairement une ouverture sur le sujet en cancérologie. C'est très étonnant d'ailleurs, parce que beaucoup de soins de support sont mis en lumière et la méditation a mis du temps, ce qui est très paradoxal par rapport aux preuves scientifiques pour le coup, qui sur la méditation de pleine conscience sont des très belles preuves scientifiques d'efficacité. Ouais. Donc voilà, je sens que cette année, il y a quelque chose autour du sujet qui va prendre forme. Et le fait que tu donnes aujourd'hui des cours aux étudiants en médecine, c'est le symbole par excellence que quelque chose est en train de changer, quoi. Oui, tout à fait. Alors je rajouterais quand même que un oncologue qui pratique un accompagnement en méditation pleine conscience, il y en a, à ma connaissance, il y en a une et elle s'appelle Chloé Bramy.
Donc, j'en profite et je vous remercie de me laisser le dire. Ce que offre Chloé à son cabinet, que ce soit en visio ou en présentiel, pour aider les malades, les patients ou les gens qui juste sortent de tous ces traitements, est assez unique en France. Alors, j'espère qu'elle sera très très vite rejointe par plein d'autres scientifiques, mais en fait, c'est un accompagnement qui, en tant que malade ou ex-malade, est vital, est vraiment vital. Donc je trouve ça absolument génial qu'en France, on ait cette opportunité incroyable d'avoir une personne aussi lumineuse et brillante qui ouvre des portes pour les gens qui sont vraiment dans la souffrance et dans une fragilité extrême. Complètement. Et peut-être, Marie-Hélène, pour finir, tu nous disais que la méditation, c'était devenu presque la base de ton hygiène de vie aujourd'hui. Ton quotidien, il a été totalement bouleversé par cette rencontre avec Chloé, et ta façon de vivre est totalement changée, si je dis pas de bêtises. On va dire, alors déjà je pratiquais depuis longtemps le yoga par exemple, que j'ai repris. Donc dans les faits, ma vie est, je retravaille. Par contre, la méditation est devenue un essentiel dans ma journée. Ralentir est devenu primordial. D'ailleurs, mon corps ne veut plus aller vite. Voilà, la nourriture aussi. J'ai vraiment changé ma façon de m'alimenter. D'ailleurs, grâce à une naturopathe ayurvédique que j'ai croisée au MBSR, je dois le dire. Donc, je fais très attention à prendre soin de moi, et ça n'empêche en aucun cas ni de travailler, ni d'être dans la vie active. Je m'occupe d'une association, je coach des gens, je suis moi-même dirigeante dans une entreprise, mais par contre, le prendre soin de mon être est devenu une priorité. Ouais. Ça n'est plus quand j'ai le temps, parce que je pense que beaucoup de femmes actives se reconnaîtront dans je me suis inscrite mais j'ai pas le temps d'y aller. Voilà, donc ça, moi j'ai vécu pendant des années. En tout cas, nous on se reconnaît dedans. Voilà, donc aujourd'hui c'est je pose d'abord l'essentiel, et finalement le visible est peut-être devenu accessoire pour moi. C'est-à-dire que je médite, je me nourris correctement, et ça m'empêche pas d'être une femme active et de travailler. Ouais. Un nouvel équilibre. C'est là où je fais un petit clin d'œil à ma douleur en me disant, au cas où j'oublierai, elle me rappelle que prendre soin de moi, c'est vital, et que pour travailler, faut-il être en bonne santé. Voilà, je ne pensais pas un jour être stoppée en plein vol, mais le cancer m'a stoppée en plein vol. Donc voilà, prendre le temps pour les gens qu'on aime, tant qu'ils sont là. Il y a des petites choses comme ça qui avant étaient des mots banaux, je ne sais pas si on dit ça, et qui aujourd'hui sont vraiment, vraiment, vraiment essentiels dans ma vie. Eh ben, merci infiniment à toi, Marie-Hélène, et à toi, Chloé, d'avoir accepté de raconter ce morceau de parcours que vous avez pu faire à deux. Et puis, merci à toi, Chloé, de nous avoir fait découvrir un peu mieux ton savoir-faire et tes connaissances qui... on en est assez intimement persuadés, et encore plus maintenant, après 1 heure à vous écouter parler, que c'est des choses qui peuvent réellement et sincèrement beaucoup, beaucoup aider celles et ceux qui nous écoutent. Et on espère que chacun d'entre vous qui nous écoutez réussirait un jour à trouver une Chloé dans votre vie. Et on vous remercie infiniment toutes les deux. Merci. Moi, je vous remercie vraiment, Judith, Juliette, pour tout le travail que vous faites. J'ai été malade. J'ai, grâce à vous, pu continuer à être féminine et à utiliser vos excellents produits. Alors, c'est pas de la pub, c'est honnête, c'est juste un témoignage. Mais vous faites un super travail aussi pour accompagner la féminité des femmes dans des moments de vie qui sont particulièrement violents et douloureux. Donc, merci à vous deux aussi pour tout ce que vous faites. Merci et à beaucoup. vos équipes. Merci, ça nous touche énormément. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.